Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve avec Anthony, qui est un des meilleurs bodybuilders français, mais qui est malheureusement trop peu connu aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, personne sait que Anthony il existe, alors que clairement pour moi, là t'arrives vers les bientôt le meilleur bodybuilder français. Qu'est-ce qui fait que selon toi d'ailleurs que les gens te connaissent pas autant par rapport à ton niveau? Je suis timide. Non, en vrai, non, c'est juste. En vrai, non, c'est juste que je communiquais pas spécialement sur les réseaux. Enfin, je postais ma shape, mais ça s'arrêtait à là. Mais voilà, je parlais pas beaucoup de moi ou je parlais pas beaucoup face à la caméra. Enfin voilà, je me mettais pas énormément en avant, on va dire. Maintenant, j'essaie de plus le faire, mais oui, je pense que c'est en grande partie à cause de ça parce que je suis quand même quelqu'un de plutôt discret, on va dire. Donc voilà. Ça fait depuis combien de temps que tu fais de la musculation au total? Je me suis inscrit à la salle à 18 ans, donc maintenant ça, que je m'ai inscrit à la salle, maintenant ça va faire 10 ans, ouais. 10 ans que je fais de la musculation. 10 ans de musculation et t'as commencé le bodybuilding À à 21, 21 ans. 21 ans. 21 ans, j'ai fait ma première compétition IFBB France à l'époque où l'IFBB était encore en un seul, qui s'est pas séparé avec la NPC. Et c'était ma première compétition junior à l'époque, ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait dire, enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de justement de faire une compétition? Au tout début, je suis quelqu'un de très compétitif, du coup, quand moi je commence un sport, au début, je dirais, bah, c'est cool et tout, mais au bout d'un moment, j'aurais besoin d'un challenge, j'aurais besoin de compétition. J'aime bien ce côté de dire, bah ouais, je suis meilleur que les autres. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et je me suis dit, bon, bah, je vais faire une compète, voir si ça me plaît, etc. Et du coup, je l'ai fait, de la compète. Et ça m'a vraiment plu. Et après, du coup, j'ai dit, bon, bah non, c'est parti, quoi. Et je vais faire carrière là-dedans, quoi. Souvent, les gens, ils vivent un peu mal leur première prépa. Toi, c'était comment? Moi, c'était dur parce que quand t'as jamais fait de diète, quand t'as jamais fait de sèche, etc., franchement, c'était pas facile, mais pour une première, franchement, je m'en suis bien sorti. Je dirais que ma première compétition, c'était pas la plus dure, c'était plus ma première préparation en NPC. Là, ça m'avait vraiment mis un coup de pied parce que du coup, j'avais fait plusieurs shows, donc enchaîner les shows et tout. Là, je m'étais préparé pour un seul show, il y avait que ce show-là à faire, et puis après, c'était fini, tu vois. Là, ce qui était plus compliqué de m'adapter, c'était vraiment de me dire, ok, je vais préparer pour un show, un deuxième, un troisième, un quatrième, enchaîner les shows, donc quand tu es déjà prêt, etc. Ça demande un peu d'expérience pour pouvoir supporter ça, ouais, au début. C'est pas facile. C'est pas C'était facile, ouais. combien de flots au total que tu avais enchaîné? Ma première saison en amateur en NPC, j'avais fait le régional, Portugal, Espagne, Portugal, donc 4 shows en tout. 4 shows en tout pour ma première saison. Et et t'allais sur combien de temps? Hmm, je dirais que j'avais mon premier show était sur les coups de fin avril et le dernier était sur les coups de fin juillet, je crois, un truc comme ça. Ok, Donc, quand même. quand même, avec une préparation de 16 semaines avant jusqu'au régional, tu vois. Donc, ça faisait bien une bonne prépa de plus de 6 mois, quoi. Un peu plus que 6 Qu'est-ce mois. qui Donc, fait ouais, c'était pas que, facile. qu'est-ce qui fait que c'est justement difficile de maintenir cette condition? Parce que une fois que tu es en condition, bah, tu remontes un peu les apports, tu vois, je suppose. C'était quoi un peu la Hmm. difficulté que tu avais ressentie? Mais en fait, moi, la toute première compétition, c'était. Bon, déjà, on n'était pas arrivé à 100% en régional, donc il restait déjà encore un peu à gratter pour le Pro Qualifier. Donc, du coup, on a dû pousser encore un peu plus. Après, on nous a dit qu'on pouvait améliorer la condition, donc j'ai dû pousser encore un peu plus. J'ai pas eu de phase où j'ai vraiment pu remonter, en fait, si tu veux. Je devais vraiment, vraiment pousser parce qu'il manquait toujours encore un poil de condition. Donc, du coup, ouais, non, j'ai pas vraiment eu de moment. Remonter. Donc en fait, aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai une beaucoup plus grosse masse musculaire. Donc enchaîner les shows, rester sec, enfin rester en compétition prêt, aucun problème. Mais par contre, à l'époque, ouais, c'était dur parce que j'étais pas habitué. En fait, c'est vraiment quelque chose. C'est pas en mode les premières compétitions, soit hein, c'est un truc qu'on a ou on l'a pas. Tu vois ce que je veux dire? L'endurance pour ça. Ça se travaille avec le temps, on s'y habitue de plus en plus et on devient de plus en plus confortable avec cet inconfort-là. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai un stade où je suis vraiment confortable à être inconfortable. Mais au tout début, quand j'ai vraiment commencé, c'était dur. C'était vraiment dur parce qu'en plus, j'avais encore du cardio à cette époque-là, etc. Donc, ouais, le stress était vraiment costaud, quoi. Ouais, parce que maintenant, t'as plus de cardio. Non. Mais 600 steps par jour. Ouais. Ça me fait penser, justement, tout à l'heure, j'ai discuté avec Edouard Ali.
à la salle. Mhm. Parce que lui, il est à 5 ou 6 semaines de sa compétition. Lui, pareil, Body Open pour ceux qui connaissent pas. Euh, je discutais avec lui par rapport à ce qu'il faisait là actuellement. Il disait, ouais, je chill et tout. Zéro step, mais genre zéro. Zéro cardio, 4000 calories. Tu sais, il était assis sur la chaise comme ça, ouais. Ouais, Limite mais en là, je fait, serais. ça, c'est des choses qu'on peut se permettre quand bah, on fait 140 kilos propres à l'année. Bah, en fait, les prépas, c'est à ça qu'elles ressemblent, mais il faut arriver à ce stade-là, quoi. Tout simplement. Mais ouais, on est beaucoup plus confortable en étant open pro, enfin open pro, open de manière générale, parce qu'on est propre à des poids très hauts. Donc du coup, on va garder quand même toujours beaucoup de nourriture, même quand on va s'approcher pas mal du show, on va vraiment garder pas mal de nourriture, ce qui va faire que les préparations vont être de plus en plus faciles, quoi. Est-ce que tu as déjà vu des bodybuilders vraiment se préparer en faisant des dingueries, tu vois, en termes de diète? Est-ce que j'ai vu? Non, entendu, oui, mais est-ce que j'ai vu? Non, pas spécialement. Honnêtement, pas dans ma catégorie, en tout cas pas en open. Enfin, j'ai jamais eu besoin de faire des trucs fous, tu vois, où les mecs devaient faire 2 heures de cardio, etc. Parce que des physiques aussi gros que les nôtres, ça nous foutrait dans le mur et on n'arriverait jamais à remonter. Donc c'est pour ça Ouais, qu'en non, en fait, fait, quand je dis dinguerie, c'est pardon. surtout par rapport au fait de justement ne pas être dans le mal du tout, tu vois, être en mode tranquille, avec des cheat meals, Ah ouais, etc. franchement, ouais, il y en a plein hein, pour qui c'est comme ça. Mais même moi, tu vois, enfin, l'année dernière, j'ai vu que j'étais arrivé pas assez conditionné, qu'il fallait qu'on creuse encore un peu plus après Pékin. Bah, j'ai eu 2 semaines où j'étais un peu dans le, où voilà, j'ai dû envoyer un peu, quoi. J'étais à 160 grammes de carbs, je crois, pendant les jours de repos pendant 2 semaines. Ce qui était, voilà, pas ouf, mais surmontable, tu vois. En fait, presque, j'ai envie de te dire, j'aimais bien ce feeling parce que j'avais vraiment l'impression d'être en prépa. Et en fait, c'est aussi un petit peu ça qui est un peu bizarre des fois. Et ça, c'est, j'ai tendance à associer, tu sais, le fait d'être en prépa avec le fait que ce soit quand même dur. Et en fait, vu que l'année dernière, j'ai pas eu vraiment ce moment-là, juste après le show, parce qu'on s'est dit, OK, faut qu'on aille un peu conditionné. Donc là, on s'était mis un peu plus la pression. Mais en dehors de ça, j'avais pas vraiment senti de difficulté, quoi, dans la prépa. Et du coup, pour moi, mentalement, c'est un peu compliqué parce que je me dis, putain, je suis en prépa, mais je suis chill, quoi. Tu vois? Et c'était dur dans ma tête de me dire, OK, la prépa, en fait, ça peut être facile, tu vois. Et je sais que au fur et à mesure du temps, bah, ce sera de plus en plus facile parce que j'aurai de plus en plus de quantité à manger pendant mes prépas. Et en fait, je suis jamais fatigué pendant l'entraînement, j'arrive toujours à tout donner. Mes charges étaient quasiment pas descendues, voire pas descendues du tout pendant toute la prépa. Donc en fait, c'était vraiment ce que je faisais en hors saison, juste qu'il n'y avait pas d'écart, quoi. C'est tout. Est-ce que du coup, tu dirais que les prépas les plus difficiles, c'est pour les filles, qui pèsent pas beaucoup? Pour les filles ou les classiques physiques ou les men's physiques, parce qu'il y a un poids à respecter. Donc c'est vrai que T'as dit si par classique rapport physique à... comme s'ils étaient maigres. De quoi? T'as dit classique physique comme s'ils étaient maigres comme les Non! filles. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'en mode, il y a quand même beaucoup qui galèrent à faire le poids parce qu'ils sont déjà maxed out par rapport à la KT. Et donc, du coup, Ouais. les gars doivent se faire du mal. Et tu le vois que quand tu dois commencer à perdre du muscle, bah là, le bodybuilding, il a un goût différent, quoi. Clairement. Ouais, c'est sûr. Bah, même, tu vois, Bumstead, j'ai vu à la fin, il descendait genre à 1500 calories, tu vois. Mais ça, c'est que à cause du poids. Parce que les mecs sont déjà prêts. Ils ont pas, personne n'a besoin, surtout avec cette masse musculaire-là, de descendre à 1500 calories pour être sec. Ils le font uniquement parce qu'ils ont besoin de perdre du poids et donc ils sont obligés de taper vraiment dans le muscle, quoi. C'est le seul moyen avec lequel ils peuvent faire le poids. Et c'est pour ça que, enfin, moi, j'aime pas du tout cette façon de voir le bodybuilding et c'est pour ça que je fais de l'open. Pour moi, pour moi, ça devrait pas être comme ça. Je trouve que à aucun moment un athlète devrait faire un certain poids parce que tu juges un look, on s'en fout de combien la personne pèse sur scène, tu vois. Enfin, je sais pas, moi j'ai jamais trop compris cette histoire de poids et ça n'a pas vraiment de sens et je trouve que ça met même les athlètes en danger pour pas grand chose alors qu'en réalité on est là pour juger un look qui a le meilleur look et qui a le look qu'on veut et c'est celui qu'on fera gagner et s'il y en a un qui fait 5 ou 6 kilos plus de moins, moi je vois pas du tout l'inconvénient. Ouais, mais tu sais que je suis totalement d'accord avec toi. Selon moi, il ne devrait pas avoir de poids limite. Simplement juger avec les critères de la catégorie, tu vois. Si voilà, Exactement, si le mec ne correspond pas aux critères, bah voilà, il est pas classé, tu vois. Mais si le mec est exactement. plus lourd que la soi-disant limite et que finalement son look correspond parfaitement aux critères de classique physique, pourquoi pas? Mais Après, je c'est pense comme qu'il si faut. tu veux.
Pardon, vas-y. Ouais, excuse-moi, c'était simplement pour dire que peut-être c'est parce qu'ils ont peur que, tu vois, chaque année, ça devienne de plus en plus gros et que finalement, ça devient... enfin, il y a pas de différenciation avec les Open. Bien sûr, après, du coup, c'est à eux de mettre les standards par rapport à ça, mais, ou alors au moins qu'on soit un petit peu plus light sur les poids. Je sais qu'il y a déjà eu une augmentation à l'époque, mais bon, il y en a encore qui sont vraiment, tu vois, quand tu prends un athlète comme Urs, incapable de faire le poids. Arrivé à un stade où même s'il voulait faire le poids, il peut pas le faire. Et ça, tu vois, je trouve que c'est dommage parce qu'il a quand même un look classique physique, il pouvait toujours physiquement rentrer dans cette catégorie-là, et être très bon dans cette catégorie-là. C'est juste, voilà, une histoire de poids, je trouve pas que ça devrait être un problème, tu vois. Et après, si tu rentres sur ce truc de catégorie-là, moi, je suis aussi de l'avis que 212 devrait plus exister. Déjà, tout le monde s'en fout de 212. À part Kion, personne sait qui est en 212. Ouais, tu connais, si tu es en 212, tu connais Derek, parce qu'il vient de là. Tu connais Adi, parce qu'il vient de là. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est deux Mister Olympia en Open. Tu prends Sean Clarida, par exemple, pour qui, on va dire, la catégorie, elle a du sens. Mais vu qu'on a fait gagner un show en Open l'année dernière à Clarida contre des mecs qui faisaient 30 kilos de plus que lui, ça prouve clairement que la catégorie ne devrait pas exister aussi. Donc, encore une fois, tu vois, pour moi, il y a plein de petites choses comme ça qui devraient quand même être changées. Genre, enlever le poids pour des catégories comme ça, on peut vraiment laisser le plein potentiel des physiques et vraiment voir ce qu'ils sont capables de faire. Et après, voilà, juger vraiment en fonction du look qu'on veut et éviter de. Évidemment que ça devienne dans l'extrême et que les mecs soient de plus en plus gros pour à la fin qu'il n'y ait plus trop de différence avec l'Open. Mais bon, avant qu'il n'y ait plus trop de différence avec les mecs en classique et de l'Open, enfin, il y a quand même une certaine marge. Mais par contre, tu vois, 212, cette année, pour moi, ça a été vraiment l'année qui a prouvé que cette KT n'a plus du tout sa place dans le calendrier. Vraiment. Non, surtout que quand, tu vois, on en avait parlé off caméra, quand Clarida, il gagne des shows Open, je sais Ça pas, enfin... prouve mon point exactement. Bah, du coup, si soit Sean Clarida ne peut pas gagner un show en Open, impossible, peu importe le line-up, du coup, 212 a du sens. Si Sean Clarida, alors qu'il fait 1m58, 1m58 peut gagner contre des gars comme moi, par exemple. Mais alors, pourquoi on a une catégorie 212? À un moment, il faut. Ça peut pas être les deux. Il peut pas gagner en 212 et gagner en open. Et après, continuer. Non, ça marche pas comme ça. Je pense qu'il faut vraiment arrêter cette catégorie-là parce que c'est juste de l'open pour des mecs plus petits. Et si tu prends les deux anciens vainqueurs de la 212, ils sont vainqueurs en open aujourd'hui. Donc, les mecs devraient juste prendre plus de temps, bosser, venir en open, faire leur chemin en open, et qu'on soit tous en open. Parce que 212, personne regarde cette catégorie-là. Il y a de moins en moins de shows par an. Ça devient presque impossible d'être un 212, quoi. T'as 6 shows par an. Enfin, tu vois, la KT est en train de mourir. Il vaudrait beaucoup mieux que on laisse ces mecs-là venir à l'open, qu'ils prennent plus de temps, et puis qu'on voit ce que ça donne. Et après, du coup, si tu veux faire gagner un Sean Clarida en open, bah vas-y, fais-le, mais alors enlève la catégorie 212. Ouais, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, c'était vraiment... Enfin, avec tout le respect, c'était ridicule de le voir gagner face à Florian Poisson, qui, on dirait, son papa, tu vois. C'était vraiment marrant à voir. En plus, Open, enfin, pour moi, l'essence de la catégorie Open, C'est la masse, c'est la bien sûr. musculaire. Le mec, il fait Bien sûr. 80 kilos sur scène. C'est pour ça, C'est tu pas... vois, au bout d'un moment, la masse doit compter. Et si en plus elle compte, à aucun moment tu fais gagner un mec qui fait 30 ou 40 kilos de plus ou de moins que toi. Enfin, c'est impossible. C'est Non. impossible. Non, même si, je veux dire, même s'il est plus beau, etc., bah, enfin, il y a quand même tellement une grosse différence que c'est pas possible. Genre, c'est vraiment pas... Non, Il y a non. littéralement 40 kilos de différence. 40 kilos de muscle. Ah non, c'est vraiment pas possible. Non, je suis d'accord. Ouais. Euh, c'est quoi un peu tes projets, là, justement, par rapport au bodybuilding, là, sur les années à venir? Sur les années à venir, voilà, déjà, j'ai décidé, comme je t'avais dit, de prendre cette année-là off pour vraiment grossir. Et je trouve que ça porte vraiment ses fruits, tu vois. Donc ça, je suis vraiment content. J'ai jamais eu ce physique-là et je continue de progresser. J'ai encore un appétit de ouf alors que ça fait 8 mois que je suis en hors saison. Enfin, tout fonctionne trop bien. Et tant que je suis dans une phase comme ça où tout fonctionne bien comme ça, je repartirai pas en prépa. Je suis trop à l'aise là à prendre du muscle, à me sentir bien, etc. J'ai vraiment envie de réussir à avoir le physique qu'il me faut vraiment, que ce soit en termes de... Bon, en termes de masse, ça, je l'aurai, ça, c'est plus vraiment le problème. Je sais très bien que ça, voilà. Je fais déjà partie des gros open, donc ça, il n'y a pas vraiment de... Il a pas vraiment de souci, ça va plus être l'équilibre du physique.
que je travaille vraiment pour vraiment pouvoir gagner un show. Mais là, vraiment, j'aimerais te dire que l'année prochaine, je commencerai la prépa parce que je pense que c'est ce qui va se passer. Mais encore une fois, je vais écouter mon corps et tant que je me sens bien comme je sens aujourd'hui, que j'arrive à grossir, que je progresse, etc., il n'y aura pas de démarrage de prépa pour moi. Ok. Et à long terme, un peu, enfin, je pense que tu as une vision du goal ultime pour toi. Qu'est-ce que toi Ah tu ouais, penses que tu vas atteindre? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre surtout? ce que je veux atteindre, c'est me qualifier à Mister Olympia. Et évidemment, si faudrait vraiment que voilà, je bosse vraiment, vraiment, mais je pense que c'est faisable qu'un jour je sois dans le top 10. J'aimerais vraiment arriver à être dans le top 10. Ça va être un gros challenge. Mais par contre, me qualifier, non, ça, je sais que j'y arriverai. Ça, c'est une question de temps. Après, les places que j'aurai, ça dépendra toujours aussi des mecs qu'il y a, etc. Le niveau monte d'année en année. Donc, c'est très dur de dire ce que je serai capable de faire à ce moment-là. Et aussi comment mon corps va évoluer, si j'aurai des blessures. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qu'on peut pas déterminer à l'avance. Par contre, me qualifier, oui, ça, franchement, j'en suis certain. Quand j'ai vu ce que j'étais capable de faire déjà à mes pro débuts, où je me place en général, là, avec le physique que j'amènerai quand je me prépare, parce que je me préparerai pas sans l'accord de Stéphane qui me dit, OK, Anto, maintenant, on va pour gagner un show. Tu vois? Sinon, je me prépare pas. Là, clairement, dans ma tête, si je me prépare, c'est parce que, pas juste, je me dis dans ma tête, c'est parce que réellement, je sais que je peux gagner un show. Sinon, je le fais. Je pars pas en prépa tant que j'ai pas atteint ce niveau-là. Aujourd'hui, tu penses justement par rapport à cet objectif de top 10 à Olympia, qu'est-ce qui te manque sur ton physique justement pour pouvoir y arriver? Quelles sont les améliorations prioritaires que tu dois faire? Une meilleure sangle abdominale, donc plus d'abdos. Le tour de taille est pas trop gros, donc ça c'est cool. J'ai un très bon vacuum, donc ça c'est très bien. Mais des abdos plus marqués, un dos encore plus large, plus épais. Euh, Juste une chaîne postérieure plus imposante, qui soit plus en équilibre avec mes poses de face et de côté, parce que c'est vraiment mes points forts. Et voilà, donc juste encore d'augmenter en fait euh, l'équilibre de mon physique, tout simplement. Et après, évidemment, être dans le même processus, grossir, évidemment, pour que je joue aussi de ma force, parce que je pense réellement pouvoir être un des plus gros bodybuilders avec les années à venir, parce que la marge de progression que j'ai, tous les ans, je me dis, en fait, c'est pas possible, au bout d'un moment, je vais pas réussir à pousser encore l'enveloppe, et tous les ans, j'y arrive. Parce qu'on en avait parlé quand on était ensemble, mais depuis mon premier show en NPC, donc c'était en 2022, j'étais à 108 kilos sur scène. 2025, j'étais à 124 kilos sur scène. Donc ça te donne juste un peu la marge que je suis capable d'aller chercher et je la cherche tous les ans. Et je sais que la prochaine fois que je serai sur scène, ce sera pareil. Je serai beaucoup plus proche des 128 kilos sur scène la prochaine fois que je serai sur scène que les 124. Je sais que mon corps fonctionne comme ça. Et maintenant, je sais qu'il faut juste que je laisse grossir et faire son truc. Et je sais que, voilà, vu ma taille, qui fait partie quand même, dans le bodybuilding, je suis quand même considéré comme grand, parce que je fais 1m81, donc pour des bodybuilders, c'est considéré comme grand. Et sauf que j'arrive à remplir le physique. Donc, je sais que j'aurai un gros avantage par ma masse dans les années qui viennent comparé aux autres athlètes. Ça, c'est clair et net. Parce que même maintenant, quand je me vois à côté de certains mecs qui, dans ma tête, sont énormes et que je suis plus gros qu'eux, voilà, parce que tu vois, on parlait du fait d'être euh, le meilleur Open français pour l'instant, le meilleur si on prend le palmarès, etc. C'est Théo, parce qu'il forcément s'est qualifié 3 fois à Mister Olympia. Mais aujourd'hui, tu prends Stéphane, Florian, moi et Théo, tu nous mets les uns à côté des autres. À part Florian qui a des plus grosses cuisses que tout le monde, en termes de structure, je suis clairement le plus gros je suis le plus gros des quatre, sans aucun doute. Donc c'est pour ça, ça c'est ma force d'être vraiment gros et il faut que je continue avec ça. Gros et toujours avec une belle ligne. Et c'est vraiment ça mon point fort, quoi. Ouais, je pense que les gens se rendent pas compte à quel point un bodybuilder open de ta carrure, c'est, c'est vraiment beaucoup plus énorme que les gens s'imaginent dans la tête, surtout quand on voit dans la vraie vie. Et surtout la différence entre juste un gars qui fait de la musculation et un bodybuilder, c'est-à-dire que toi tu fais 140 kilos aujourd'hui, en bonne condition, c'est ça? 140? En très, en très bonne condition, ouais. Donc En ouais, très bonne tu fais condition. 140 avec à côté d'un mec, je sais pas, un mec de 80 kilos, ce qui est genre 80 kilos en bonne condition, c'est une excellente shape. Ouais, non, c'est 60, bien sûr. C'est juste que ça, c'est 60 complètement déconnecté de la réalité, quoi. non mais je veux dire, 60 kilos.
de masse musculaire. Genre, tu prends 60 kilos de poulet, tu regardes à quoi ça ressemble. C'est abusé. Ça fait pas Mais mal de poulet. c'est très impressionnant à voir en vrai. Et justement, toi, tu disais que là, à l'heure actuelle, tu progresses vraiment super bien et que tu avais un peu changé ta manière de t'entraîner par rapport aux années précédentes. Est-ce que tu peux dire Yes. aux gens comment toi tu t'entraînes à l'heure actuelle? Ouais. Alors ça fait maintenant. Ouais, ça en a fait. Maintenant, à chaque fois, je dis que c'est récent, mais en fait, maintenant, ça va quand même faire au moins 2 mois ou 3 mois. 3 mois, je pense. Ouais, non, 3 mois large, en fait. Que je fais du upper-lower. Upper-lower split. Avec, du coup, je commence toujours par mon point faible, donc le dos. Donc mon début de séance est avec le dos, 3 exercices dos, 2 séries de chaque. Ensuite, 2 exercices de pec, un exercice d'épaule et un exercice biceps, un exercice triceps. Et après, ma séance jambes, pareil. Du coup, vu que j'ai une fréquence qui est énorme, sur une séance jambes, par exemple, j'aurais que un gros exo, donc la presse, 2 séries à chaque fois. J'aurais pas plus de volume que ça, vu que mes jambes, elles vont être travaillées tous les 3 jours. Donc en fait, à partir du moment où tout est bien géré, donc ma récupération, ma nutrition, et qu'on a vraiment réussi à trouver le volume adapté maintenant à moi et que je puisse vraiment récupérer de ce split-là, je pense que j'ai jamais fait autant de progrès sur les 3 4 derniers mois. Bon, j'avais déjà fait des progrès dans mon début de hors-saison, mais je trouve où là, ça s'est vraiment accéléré, c'est depuis que je suis passé sur Upper Lower. J'ai jamais autant, je pense, pris plaisir à m'entraîner que j'ai toujours kiffé, attention, hein. Mais là, le Upper Lower, pour moi, je pense que ce que j'ai le préféré faire depuis toute ma carrière en termes d'entraînement. Et de Et loin. tu vois, justement, quand moi j'en parle sur mon Instagram, Upper Lower, je dis clairement pour la majorité de personnes, c'est le format d'entraînement qui va vous faire le plus progresser. Pas pour tout le monde, bien sûr, il y a des cas où ça sera un peu différent, mais pour la majorité de gars, ça sera quasiment le meilleur split à chaque fois. Et ce qu'on me sort souvent, c'est que, bah non, mais les mecs, les bodybuilders, ils s'entraînent pas comme ça, nani, nani, ils font un split. Toi, justement, c'était quoi la différence que tu as remarqué en termes de progression depuis que tu as arrêté un split classique et tu es passé sur un upper lower? Est-ce que tu as progressé plus rapidement ou bien c'était à peu près Bah, pareil? avant, j'étais quand même, avant de commencer depuis septembre, j'étais quand même sur upper, lower, repos, push, pull, legs, et je recommençais. C'est juste un moment, je me suis dit, ma séance push, elle est tellement facile, autant la rajouter dans le upper, tu vois. Autant la rajouter sur le pull et que j'ai juste un upper. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et là, bah, je suis devenu plus fort. Et puis même, juste physiquement, je trouve que visuellement, je suis plus gros, quoi. J'ai pris du muscle, clairement. Et même si le poids est pas monté, je vois clairement que mon physique est clairement différent. Mhm. Non, non, je parlais pas vraiment spécifiquement du format upper lower, simplement voilà, du fait de s'entraîner avec une fréquence qui est plus élevée que ce Ah, qu'on dans ce fait sens-là, oui, bien sûr. en majorité, parce que les gens ils s'imaginent que un bodybuilder, comme il s'entraîne, c'est pec lundi, dos mardi, jambes, épaules, bras, tu vois. Toi, tu t'entraînes pas du tout comme ça, justement. Et toi, est-ce que à un moment donné, tu avais eu un split comme ça? Tu Quand t'entraînais j'ai comme ça? démarré à mes débuts, oui, je suis passé sur un push-pull legs depuis que je travaille avec Stéphane, donc ça va faire 5 ans. Ça va faire 4 ans ou 5 ans maintenant que je fais un push-pull legs. Et là, récemment, upper-lower. Mais avant ça, oui, je faisais un split classique avec un jour pour les bras, un jour pour les pecs, un jour pour les dos, etc., etc. Et un jour pour les jambes. C'est comme ça que j'ai démarré à m'entraîner, ouais. Et Et qu'est-ce que tu clairement, dirais justement aux personnes qui disent que euh, le upper lower, c'est un format pour les débutants et le split, c'est un format pour les confirmés et que les gros bodybuilders font tous du split et que c'est comme ça le mieux si tu veux être énorme? à l'époque, oui, mais clairement, aujourd'hui, tu le vois qu'avec une fréquence plus élevée, tu seras beaucoup plus productif parce qu'en fait, le but, c'est de stimuler ton muscle, c'est pas que t'aies mal les 6 prochains jours qui suivent et que tu puisses rien faire, quoi. Donc, non, le but, c'est vraiment de stimuler ton muscle et de le faire avec une plus haute fréquence. Et là, tu vas vraiment voir des résultats significatifs. Il y a pas de doute là-dessus. Et je peux le dire parce que j'ai essayé les deux, hein. Donc, euh, la fréquence est clairement bien au-delà d'un volume énorme une fois par semaine. 100%. Ouais, donc voilà, ceux qui mettent des commentaires de merde sous mes réels qui parlent d'upper lower. Voilà, vous avez un bodybuilder de 140 kilos qui vous dit qu'il s'entraîne en upper lower aussi. Donc voilà. D'ailleurs, je voulais te poser la question, pourquoi justement, selon toi, il y a encore énormément de bodybuilders à haut niveau qui s'entraînent avec un split classique, tu vois? Parce qu'ils sont têtus et qu'ils veulent. Qu'ils se disent, ouais, ça marche. Parce que tu sais, cette phrase, ça marche sur moi.
elle est exceptionnelle en bodybuilding. Oui, évidemment, à partir du moment où tu crées un stimulus, il va se passer quelque chose, mais ça ne veut pas dire que si tu changeais pas, il n'y en aurait pas plus, si tu vas pas plus progresser. Donc cette fameuse phrase, oui, mais ça marche sur moi, oui, mais ça, quelque chose d'autre marcherait probablement mieux et serait bien plus effectif que de faire ce split-là. Mais après, honnêtement, il y a beaucoup de bodybuilders qui ont juste des génétiques, de très bonnes génétiques et qui s'entraînent n'importe comment. Et ça répond quand même parce qu'il y a une génétique qui est tellement, voilà, tellement bonne que du coup, ils progressent même avec un entraînement de merde, mais ils se rendent pas compte que avec un bon entraînement, ils progresseraient encore plus et ça ferait d'eux des encore meilleurs athlètes. Mais il y en a enfin, qui veulent pas écouter, quoi. Ouais, exactement. Est-ce que tu dirais quand même qu'il y a beaucoup de bodybuilders qui ont un gros niveau malgré leurs entraînements plutôt que grâce à leurs entraînements? Ah oui, non, clairement. Clairement, clairement. Il y a beaucoup de bodybuilders qui s'entraînent, qui font beaucoup trop, mais qui progressent quand même parce qu'ils ont une très bonne génétique. Mais en vraiment en faisant les choses, en écoutant leur corps et en faisant les choses mieux, ils progresseraient clairement plus, c'est certain. C'est certain. À vouloir faire beaucoup trop de volume, en fait, tu optimises pas ta prise de muscle, clairement pas. Et par contre, voilà, si tu as une génétique qui est hors norme, et bah du coup, elle va très souvent compenser pour ce manque, euh, de, comment dire, ce manque d'entraînement. Et c'est ça qui va faire que tu vas quand même progresser. Mais si demain tu changeais les choses et que juste tu faisais plus de fréquences, mais sans juste t'exploser complètement et le faire qu'une fois par semaine, parce qu'il y en a encore beaucoup qui font ça, euh, le physique serait complètement différent. Complètement différent. Surtout que on le sait, tu vois, à partir du moment où tu as fait trois exercices pour les pecs, le quatrième et le cinquième, enfin, il va servir à rien, tu vois. C'est ça, en fait, les gens perdent beaucoup, beaucoup trop de temps à vouloir faire les choses qui en fait, aujourd'hui, ne marchent pas. C'est des trucs qu'on faisait beaucoup à l'époque. Et donc, du coup, bah, voilà, vu que c'est des choses qui se faisaient à l'époque, et ben, on continue de faire la même chose, mais en réalité, aujourd'hui, il y a beaucoup mieux à faire. Et puis, c'est prouvé aujourd'hui que c'est quand même beaucoup mieux la fréquence que le volume. Ouais, totalement. Ouais, non, totalement d'accord. Mais je pense que c'est juste qu'à l'époque, on savait pas encore, tu vois. Mais c'est pas la faute des gens, tu vois. C'est juste que voilà, c'était un truc classique qu'on faisait. C'était pas C'est très ça. étudié. C'était un truc un peu intuitif, tu vois. Tu disais, ouais, tu allais démolir tes pecs. Parce que tu avais des grosses courbatures après, tu avais une congestion. Tu avais l'impression que c'était productif. Mais au final, est-ce que c'est réellement ça qui est le mieux? En vrai, non, pas du tout. Pas du tout. En Même plus, je dirais que je m'en si tu des courbatures, si tu des courbatures, ça veut souvent dire que tu as fait beaucoup trop. Selon moi. En vrai, les courbatures, ça veut juste dire que tu as fait quelque chose de différent et que ton corps est pas habitué. Parce qu'en réalité, si tu fais un split classique et tu fais les 5 exercices pour tes pecs tous les jours, au bout d'un moment, tu n'auras plus de courbatures de ta séance. C'est vraiment, pour moi, les courbatures, elles surviennent que à partir du moment où tu as fait quelque chose de différent, où ton corps est pas habitué. C'est comme, je fais des séances jambes de fou, j'ai pas de courbatures spécialement le lendemain. Par contre, si demain je vais courir 10 km, j'aurai des courbatures de fou furieux. C'est vraiment parce que mon corps, il est pas habitué à ce type d'effort-là. Pour moi, quand tu changes le type d'effort, et que tu changes ce que tu fais habituellement, c'est là où ton corps va plus réagir. Mais ça veut pas dire que parce qu'il a plus réagi, que tu as plus progressé. Ça, c'est totalement faux. Les courbatures ne sont pas du tout synonymes de progression. Sinon, l'idée, ce serait juste de se faire le plus mal possible et on progresserait tous. Oui, ça marche pas comme ça. Mm. C'est ça. Non, totalement. Et parce qu'en plus, tu vois, comme tu le disais, à l'époque où moi je faisais un split, ça m'arrivait hein, au tout début, quand j'avais 18, 19, 20 ans, de faire 4 ou 5 exercices pec. Et, quand j'arrivais sur le quatrième, déjà le troisième, après avoir fait plusieurs séries, il se passait plus grand-chose. Hein. Peut-être enfin, tu brassais de l'air, quoi. Mais bon, c'est bien Surtout d'avoir fait sur ces les, erreurs-là, comme ça aujourd'hui je peux me rendre compte, quoi. surtout sur les pecs, le rendement, en fait, il chute vraiment très, très rapidement, j'ai l'impression. Enfin, perso, quand je suis à troisième exopec, même si tu fais deux trois séries, tu sens que genre là, il y a vraiment plus rien, quoi. Genre, c'est bon, Non, c'est clair. Bah, sur ma séance push, avant de passer sur l'upper lower, j'avais trois exopecs, mais dont un où c'était la poulie. Donc ça allait largement. Et vu que c'était que deux séries de travail sur chaque, ça allait largement. Mais là, honnêtement, depuis que j'ai réduit, donc enlevé plus ou moins un exercice, mes pecs, ils ont plus progressé. Hein, donc la question, elle se pose même pas. Ouais. Excusez-nous, ça avait coupé. Ma connexion, elle a sauté. J'ai changé d'endroit, mais on reprend. En fait, je voulais surtout te demander, du coup, par rapport au training, est-ce que selon toi, aujourd'hui, avec une bonne génétique, tu peux vraiment faire n'importe quoi à la salle de sport
et avoir un physique de fou malade? Ça dépend ce que tu entends par fou malade. Un bon Je physique, pense peut-être pas, genre, je vais pas gagner Olympia, mais tu vois, un physique qui pourrait impressionner énormément de gars, même tu vois, sur Instagram, par rapport surtout aux influenceurs qui ont des extrêmement bons physiques, mais qui parfois, tu vois, que moi je peux critiquer avec mes analyses de séance. Est-ce que selon toi, c'est Mhm. possible que eux, ils s'y connaissent vraiment pas du tout sur l'entraînement et qu'ils ont uniquement du coup leur physique grâce à leur génétique, ou tu penses qu'il y a quand même, tu peux avoir un bon physique uniquement par un travail dur et un entraînement rigoureux? Non, non. En vrai, quand t'allies les deux, bah, c'est là où tu as le meilleur résultat. Mais en réalité, si tu as vraiment une très bonne génétique, tu vas développer ton physique même en faisant des trucs qui sont pas ouf. Et surtout si tu manges. Et en plus, si tu manges quand même correctement derrière, même si tu fais de la merde à la salle, tu vas quand même progresser. Si t'as une très bonne génétique, oui. Tu auras un physique qui sera bien au-dessus de la norme. C'est sûr et certain. Est-ce qu'il y en a beaucoup, tu penses, là, justement, au niveau même à Olympia, qui n'ont pas du tout un training optimisé? Franchement, c'est dur de dire parce que je sais pas. Je sais. Je connais pas le style d'entraînement de tous les mecs qui sont Olympia. Donc c'est dur de dire. Mais c'est sûr qu'il y en a dans le lot pour qui l'entraînement est éclaté, tu vois. Enfin, genre, si moi, après, par exemple, je te donne un mec qui était à Olympia, qui a gagné plusieurs fois l'Arnold, si demain, n'importe quelle autre personne ferait ce style d'entraînement-là, il aurait très compliqué de développer son physique, c'était Brent Warren. Enfin, moi, personnellement, je sais que si je m'entraînais comme lui, mon physique, il serait éclaté, j'aurais mal partout, enfin, ce serait impossible pour moi de maintenir une telle cadence et de tels mouvements et sans avoir de blessure. Donc, encore une fois, voilà, ça, c'est vraiment génétique dans le sens où ces muscles ont réussi à se développer avec ce style d'entraînement-là. Et tu as aussi l'aspect génétique, il n'est pas blessé, rien, aucune douleur, etc. Parce que la génétique, c'est pas que le fait de prendre du muscle, hein, c'est plein d'autres facteurs. Et tu vois, typiquement, bah, Branch Moren, pour moi, son type d'entraînement était horrible, tu vois, en soi, quand tu y regardes vraiment, c'était horrible comme type d'entraînement. Et puis même, tu vois, je dirais même au-delà de dire, tu sais, beaucoup disent par exemple que Ronnie Coleman, son physique, il a été développé comme ça parce qu'il a soulevé 300 kilos en squat ou quoi que ce soit. Je peux te garantir que avec la moitié moins de charge, mais avec une meilleure contrôle, etc., Ronnie Coleman, il aurait eu le même physique et aujourd'hui, il aurait aucun souci. Donc moi, tu vois, je suis plus pour dire que je suis pas d'accord avec cette vision de c'est parce qu'il réussissait à soulever si lourd qu'il avait une telle densité, etc. Moi, je pense pas. Je pense que c'était génétique. Et je pense que si c'était entraîné plus intelligemment, on aurait vu le même Ronnie Coleman, mais juste pas blessé. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses des termes densité musculaire, maturité musculaire? Est-ce que, selon toi, ça veut vraiment dire quelque chose? Parce que Non. pour moi, enfin, je veux dire, quand les mecs ils parlent de densité musculaire, quand ils disent ouais, là cette année j'ai pris de la densité, pour moi, t'as juste pris du muscle, quoi. Je veux dire, En fait, si tu veux, non, en fait, d'un côté, ça veut rien dire, mais d'un côté, ça veut quand même un petit peu dire quelque chose en bodybuilding. Si tu veux, il y a des mecs qui ont moins de masse musculaire que moi, mais qui ont un look plus dense, plus dur. Et ça vient quand même avec les années d'entraînement ou la génétique. Et ça, si tu veux, t'as, t'as des mecs qui vont être moins gros, mais qui vont avoir vraiment cette dureté, cette densité que moi, j'aurais pas forcément peut-être, tu vois. Mais ça, encore une fois, c'est génétique. C'est pas parce que il a fait quelque chose de plus à l'entraînement ou quoi que ce soit. Mais tu as ce côté-là et aussi ce côté maturité. Moi, ce que j'appelle ça, c'est vraiment, tu sais, t'as cette rondeur. Tu vois que le muscle a vraiment une qualité. Évidemment, c'est parce que tu as pris du muscle, mais je pense aussi, tu sais, le fait de faire des préparations, de perdre le fat, de rester propre à l'année, etc. Il y a une qualité que, que tu as que tu n'aurais pas si tu n'avais pas fait toutes ces préparas-là. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ce processus, quand même, t'amène un plus au fur et à mesure des années, de faire des sèches, etc. Ça t'amène une certaine qualité. Et parce que moi, je le vois, tu vois, oui, bien sûr, aujourd'hui, j'ai plus de muscles, mais je suis aussi beaucoup plus propre qu'à l'époque. Je suis beaucoup plus sec en étant plus lourd. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi avec les années, ton muscle, il est plus exactement pareil. C'est pas juste j'ai pris du muscle, tu vois. tu sais ce que je pense, ce qui change réellement, c'est ta répartition de body fat sur ton corps. C'est-à-dire que quand tu fais des sèches à répétition où tu descends à 3-4% de masse grasse, tu vois, quand tu reprends du fat par la suite, ça rend pas pareil.
En fait, j'ai Ça, même c'est- l'impression que tu reprends vraiment très peu de fat. Enfin, moi, je sais que je prends vraiment très peu de fat. Je sais que demain, si je pars en prépa, je vais avoir max du max 10 kilos à lâcher, quoi. Tu vois? Alors, limite, si tu tires très fort en 6 semaines, c'est bon. Non, 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 quand même pas. Mais non, parce que là, du coup, ça ferait du mal à ma masse musculaire, clairement, Ouais. de tirer sur 6 semaines. Mais en 12 semaines, oui, je pourrais clairement être prêt. Mais voilà, je pense que 10 kilos, moi, ce serait vraiment le max que j'aurais à perdre pour être prêt aujourd'hui. Je pense pas que j'ai plus que ça à perdre. Quand je vois la condition que j'ai, c'est vraiment, je vois impossible que je perde plus que ça, je pense. C'est quoi un peu le nombre de calories que toi tu manges au pic de la prise des masses ou au pic de la sèche? C'est quoi la différence? Ça change tous les ans, mais cette année, le pic de la prise de masse, là, j'ai calculé parce que maintenant, j'ai augmenté légèrement ma diète. Maintenant, je suis à 1060 grammes de carbs par jour. Euh, et je digère tout très bien. Mais pour donner, tu vois, là, je vais te donner, ben, pour donner l'exemple de ce que je mange, puisque ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Euh, le matin, crème de riz. En fait, il y a un truc que j'ai fait aussi, je dois juste préciser avant. Et ça a beaucoup aidé ma digestion pour réduire un peu le volume alimentaire. J'utilise beaucoup de miel sur mes repas. Donc en fait, si tu veux, je vais mettre des carbs et au lieu de mettre par exemple 250 grammes de riz pesé cru, je vais en mettre 200 et je vais mettre les 50 grammes de miel. Et ça, en fait, ça marche très bien parce que déjà, c'est beaucoup plus facile à manger. Ça permet d'ajouter des carbs facilement. Et pour ma digestion, bah, du coup, c'est beaucoup mieux parce que j'ai moins de volume. Mais du coup, oui, pour donner un peu un exemple de ce que je fais actuellement, j'ai réduit aussi J'étais à 7 repas, j'ai réduit à 6. Et parce que là, ça me convient mieux. En gros, je démarre ma journée avec la crème de riz. 120 grammes de crème de riz avec... Non, 130 grammes de crème de riz avec 20 grammes de miel. Je mets des fraises, 30 grammes de beurre d'amande. Après, la prot, ça change pas, hein, c'est toujours la même chose. Ensuite, j'ai 500 grammes de gnocchi pour le deuxième. Ensuite, je vais faire 200 grammes de riz pesé cru pour le pré-entraînement avec 40 grammes de miel. La même pour le post-entraînement. Et après, je vais refaire 500 grammes de gnocchi. Et avant d'aller au lit, de nouveau 150 grammes de crème de riz avec du miel et tout ça. Et ça, c'est mes carbs pour la journée. Et depuis que je fais ça, franchement, j'ai juste choisi les trucs que je digère bien. Donc les gnocchis pour moi, de pommes de terre, je digère de fou. La crème de riz, magnifique. Et le riz. Je reste sur ces glucides-là et ma digestion elle est parfaite et j'arrive à manger autant. Et je vois quand même que je suis vraiment full et je me sens vraiment bien parce que je digère tout ce que je mange et je suis pas en train de digérer toute la journée ou quoi que ce soit. Les aliments, je les digère super bien, ce qui me permet en fait de manger autant. Ça va vraiment être un élément hyper important de digérer ce que vous mangez, surtout quand vous voulez pousser à des quantités comme ça. C'est quoi, tu dirais, les plus grosses erreurs que les gens font en termes de nutrition? Que ce soit en prise de masse ou en sèche. Qu'est-ce qui te vient en tête? En prise de masse, ça va très souvent se dire, ouais, je suis en prise de masse, je peux manger ci, je peux manger ça, et être moins strict, en fait, si tu veux. Pour être un bon bodybuilder, ou même de manière générale, hein, pour performer, pour être bon, il faut que tu vois le hors-saison comme, j'ai envie de te dire, presque plus important que la préparation. Parce que c'est là où tu vas créer du tissu, c'est là où ton corps va changer, c'est là où vraiment tout ce que tu vas faire pour construire ton physique, c'est à ce moment-là que ça va se passer. Donc, être assidu avec ça. Et l'erreur que beaucoup de gens font, c'est se dire, oh, je suis en prise de masse, je peux manger 2 heures là, je peux manger 2 heures là, ah, mais ça, c'est pas grave, c'est des calories en plus, je suis en prise de masse. Et à la fin, tu regardes 20 semaines après leur prise de masse, ils sont gras, ils sont dégueulasses, font plus de progrès, et la prise de masse, elle est ratée. Donc, c'est ça, en fait, c'est que les gens, pour vraiment réussir une prise de masse, il faut que tu la prennes tout autant au sérieux que ta sèche. Et là, tu vas vraiment faire des progrès. Et au contraire, du coup, en sèche, tu dirais, c'est quoi les plus grosses erreurs? Descendre trop rapidement. Très très souvent, de vouloir faire des gros drops de carbs tout de suite. Et au final, tu te retrouves à avoir la dalle, tu te retrouves à remonter la diète, ou tu te retrouves à cheater tout simplement, parce que tu as fait les choses beaucoup trop, de manière bien trop agressive. Alors qu'en réalité, descendre progressivement, c'est vraiment ce qu'il y a le mieux à faire pour une perte de gras, ou une sèche, ou une préparation. Mais l'erreur, je dirais, la plus commune, c'est de vouloir couper la nutrition trop rapidement. De vouloir drop les quantités trop rapidement, c'est vraiment ça qui va ruiner ta sèche ou ta perte de poids, ou peu importe l'objectif que c'est. Tu dirais quel est le plus gros pourcentage de masse grasse qui est acceptable pour une prise de masse chez un mec? Ah, moi, je suis nul avec les pourcentages, toujours Ouais, au on peut visuel, mais faire un truc mesuré, mais au visuel qu'on si, s'ajouterait. Ouais.
Moi, je veux que en prise de masse, les abdos soient toujours visibles. Voilà, pour parler au plus grand public, il n'y a aucun moment où on ne devrait plus voir tes abdos. On est d'accord. Parce qu'il y en a où vraiment ça fait peur. Enfin, tu sais, que j'ai des gars qui arrivent en coaching, ils me disent, bah toi aussi d'ailleurs on en a parlé, ils me disent, ouais, je suis en prise de masse, je veux faire une prise de masse. Mais Ouais. il y en a parfois, Non, genre je vais dire, ils sont, il y en a, ils arrivent en prise de masse, ils sont à 25%, 30% de masse grasse. ouais, non, mais là, du coup, c'est plus une prise de masse, du coup, là. Là, là, c'est que Bah, du gras que tu prends. genre je veux dire, quand t'as tes poignées d'amour, pourquoi tu fais une prise de masse? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Bien. Fini, mais tu sais, j'en ai plein des clients comme ça, et après, tu leur expliques, tu vois, ils commencent à se dire, oh, j'ai perdu 15 kilos, je suis pas encore sec. Ouais, ouais. Mais par contre, ça commence à bien se tracer, mais les gens ne se rendent pas compte de la quantité de poids qu'il faut qu'ils perdent pour être sec. Tu sais, les gens ils se disent, ah, je suis un peu fat, j'ai 5 6 kilos à perdre. Non, non, t'en as 20 à perdre, frérot. T'en as pas 5 6, t'en as 20 à perdre. Et là, tu seras bien. Même quand tu es relativement sec, tu vois, t'as des abdos, il y a quand même pas mal de poids. Enfin, une sèche, c'est rarement 5 kilos. À part si tu es déjà sec, non. Non, 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 non. 5 kilos, ça, y a aucun truc où t'arrives, le mec est un peu fat et il a perdu 5 kilos, il est propre. Ça m'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Il y a au minimum 10 kilos à perdre la plupart du temps. Mais minimum. Et très souvent, on va plus vers les 15 et très souvent même vers les 20. Et ça fait peur aux gens de se dire, ah, mais je vais être tout maigre. Mais en fait, tu vas être tout Mais maigre. Mais gros, t'es gras. De quoi tu me parles d'être tout maigre? T'es quel est pas tout maigre, l'intérêt, tu perds juste le gras. C'est tout. exactement, quel est l'intérêt de paraître plus massif si c'est ce qui te rend massif, c'est du gras? Exactement. Aucun intérêt parce que t'enlèves ton t-shirt, t'es éclaté. Du coup, ça sert à rien du tout. Ça sert vraiment à rien. Tu sais, les gens, dans leur tête, ils se disent, tu sais, pour le regard extérieur, ils vont le voir sous le pull ou sous le t-shirt, genre, il est costaud et tout. Ouais, mais frérot, si tu peux attraper ton bide comme ça, enfin, tu vois, vaut pas le coup d'être costaud, tu vois. Enfin, moi, personnellement, je préfère être maigre, Impressionne personne. avoir des abdos, que d'être un gros lard et costaud, quoi. Oui, oui, personne n'est impressionné par ça, je veux dire. Enfin, c'est pas. En plus, même si tu veux impressionner des filles, c'est pas comme ça que tu vas, tu vas les impressionner. Ah, C'est même certainement plutôt, pas. c'est même plutôt Certainement pas. l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Ok. Exact. Je voulais te parler aussi par rapport à la chimie. Je voulais te poser quelques questions. Quelles sont les idées reçues que tu vois le plus souvent par rapport aux produits dopants? Que en une cure, tu vas atteindre un physique digne de faire de la compétition. Ça, c'est une grosse idée reçue. Genre en mode, ah, je fais une cure, j'ai le physique que je veux, après je l'arrête, et ce sera bon. Déjà, ça marche pas comme ça. En une cure, il va pas se passer grand-chose. Donc non, ça c'est vraiment une des plus grosses idées reçues. Et aussi, la deuxième, c'est plus tu prends, plus tu grossis. Ça aussi, elle est pas mal, celle-là, mais ça marche pas comme ça aussi non plus. Donc ouais. Parce que j'en vois souvent dans les commentaires, bien sûr, des mecs qui n'ont même pas enfin, un gros niveau naturel, qui disent que, il suffit de se doper pour avoir un excellent niveau. Qu'est-ce que toi tu penses par Non, rapport à ça? non, 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 En fait, si de toute manière vous êtes quelqu'un qui n'a pas une bonne génétique, les produits vont vous aider d'une certaine manière, vous développer un petit peu plus. Et encore une fois, ils vont seulement vous aider si vous vous entraînez correctement, si vous suivez une diète, enfin, si vous faites tout correctement. Oui, ça va vous donner forcément un plus, on va pas se mentir. Par contre, d'avoir un physique exceptionnel, si vous êtes éclaté naturellement, les produits vont pas faire grand-chose pour vous. Ça, c'est la réalité. Oui, vous allez réussir à vous développer. Ça va forcément améliorer le package, mais vous n'aurez jamais le physique que vous pensez que vous allez avoir en prenant des produits. Non, jamais. Ouais, totalement. Il y en a qui pensent vraiment que, en fait, il suffit vraiment de prendre des produits et ils seront à 100 kilos propres, tranquilles, tu vois. Non, non, ça marche pas comme ça. Ça n'arrivera pas si ça marche pas comme ça. Malheureusement, sinon ce serait trop facile, hein. On serait tous bodybuilder pro, hein. Qu'est-ce que tu penses des gars qui prennent des produits sans objectif de faire des compètes, juste pour le fun, tu vois? Ça dépend dans quelle mesure c'est fait et à quel dosage t'en prends, etc. Tu vois, si par exemple,
je vais pas donner d'exemple, mais si tu fais un truc assez light parce que tu veux voir où ton corps peut aller, tu as envie d'être mieux physiquement et tout, en vrai, je pense que je vois pas trop le problème. Mais après, encore une fois, si tu veux vraiment pousser l'enveloppe sans faire de compétition, enfin, moi, personnellement, je sais que si je faisais pas de compétition, j'aurais jamais poussé mon physique comme ça. J'aurais le Anthony que vous voyez là à 140 kilos, il aurait jamais existé sans les compétitions. Je me serais jamais poussé comme ça s'il n'y avait pas l'aspect d'être le meilleur et un vrai objectif derrière. Non, impossible. Tu dirais, c'est quoi la différence entre un mec qui se dope, tu vois, un golemon qui sait pas ce qu'il fait à la salle de sport, et un bodybuilder en termes de ce qu'ils prennent? Est-ce que c'est réellement différent? Est-ce que, enfin, par rapport à ce que tu as pu voir? En fait, ça, c'est vraiment dépend de la personne. J'ai vu des mecs prendre autant que moi, et quand tu les vois, tu te demandais s'ils allaient à la salle. Et j'ai vu des mecs qui prennent pas beaucoup, qui ont des très bons physiques. J'ai vu des mecs qui prennent énormément, qui ont pas de physique du tout. Il y a vraiment, j'ai vu de tout. Honnêtement, j'ai vraiment vu de tout. J'ai vu des mecs prendre bien plus que moi et être même pas pro, être même pas bon à un niveau régional. Donc non, en vrai, il y a vraiment pas de règle avec ça. Il y a vraiment des gens qui sont capables de, mais ils font n'importe quoi juste parce qu'ils comprennent pas comment ça marche. Et donc du coup, ils se disent que plus ils vont prendre, plus ils vont grossir. Mais sauf que voilà, ça marche pas comme ça. Mais non, j'ai vu vraiment de tout. Après, voilà, faut quand même savoir que, en fonction de la catégorie dans laquelle on est, il y aura un dosage quand même un peu différent par rapport au genre de physique que tu veux atteindre. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, les différences ne sont pas significatives. Elles ne sont pas énormes non plus. Ouais, est-ce que tu dirais, enfin, que par exemple, un mec classique, en moyenne, il prend, ou un men's physique, ils prennent moins qu'un open? Sur le papier, oui, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui prennent exactement la même chose que ce que nous on fait. Sur le papier, oui, c'est ce qui serait logique, mais je pense qu'il y en a énormément qui prennent exactement la même chose, même certains plus que certains en open. Ouais. Ouais, parce que j'ai vu, justement, tu vois, Kuba, il avait posté. Enfin, non, c'était pas Kuba, c'était justement le gars, le coaché, Josh, le anglais, là, le roux. Je sais pas si tu vois qui c'est qui est à Dubaï. Oui, oui, Ouais, oui, qui ça me s'appelle. dit quelque chose, oui. Ouais. Bah, lui, tu vois, enfin, j'ai vu le proto, t'as peur, hein. Non, mais il y en a beaucoup, c'est comme ça. Hein. T'en as beaucoup qui ont des très très gros protos. Hein. Même moi, après, les gens, ils vont jamais croire quand tu dis ça. De toute façon, ça sert à rien que je parle de ça parce que même si je dis exactement ce que je prends, les gens me diront ah c'est pas vrai ou alors ah c'est beaucoup enfin, parce que les gens ont aucune notion. Mais la réalité, c'est que ce que je prends pour un open, je suis bien en dessous de certains amateurs en open, de que je connais, hein, où je sais où il y a vraiment des dosages solides. Après, je dis pas que moi, je fais ce qu'il faut que je fasse, mais je suis vraiment dans la norme. Enfin, dans la norme. On peut pas dire qu'il n'y a pas de norme, vraiment, mais je suis vraiment pas dans l'excès. Je dirais que je suis dans la fourchette quand même euh, moyenne haute, mais je suis vraiment pas en train de pousser l'enveloppe fort. Je pourrais faire bien plus que ça. Oui, par rapport à ce que tu m'as dit, j'ai vu des mecs. Ah ouais, mais il y a beaucoup plus que ça, hein. Mais Surtout que beaucoup moi, je plus fais que ça. 140 kilos, quoi. Donc voilà. Mais c'est juste, en fait, au bout d'un moment, il faut faire attention, en fait, avec ça, surtout quand tu fais de la compétition. Parce que quand tu fais t'es tout à fond sur grossir, 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 t'as tout qui va grossir aussi. Et en fait, on fait du bodybuilding, on ne fait pas juste un concours de muscles. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, les dosages que tu utilises, comment tu digères ta nutrition, etc. Parce qu'il y a, si tu, par exemple, t'éclates ton tour de taille, de nos jours, en bodybuilding, tu feras plus rien. Et c'est ça la réalité, c'est que demain, si t'arrives avec un tronc d'arbre à la place de ton tour de taille, c'est le bodybuilding pour toi, c'est fini. Donc c'est pour ça que tu vois, prendre des androgènes à outrance, prendre des très très grosses doses de GH, bah oui, tu vas grossir, mais tu vas aussi faire grossir les choses que tu veux pas faire grossir et potentiellement niquer ta carrière, quoi. Donc c'est pour ça que dire que certains bodybuilders ils doivent prendre des doses astronomiques. Très souvent, ceux qui prennent des énormes doses, ça se voit sur leur physique parce que le tour de taille est complètement flingué. Est-ce que tu dirais, du coup, c'est par rapport à l'hormone de croissance? Il y a plein de facteurs, mais l'hormone de croissance, ça en fait partie. Mais pour moi, il y a aussi surtout le volume alimentaire, la digestion de tes aliments,
le stress que tu mets aussi sur ta sangle abdominale, si tu la contrôles jamais, etc., ça va être beaucoup de facteurs qui vont la faire grossir énormément, ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais très souvent, la GH, ça va vraiment, si tu fais des très très grosses doses de GH, ça, ça, ça va vraiment contribuer à ça, ouais, ça c'est sûr. Ah ouais, parce que ça fait grossir, enfin, un peu tout, quoi. L'IGF-1, c'est pas Ça fait uniquement tout dans les grossir. muscles. Ça fait tout grossir. Ouais. Quand tu vois les mains de André Smaev, tu te demandes c'est quoi, il y a un petit problème, tu vois. Ah non, c'est plus des mains, là. Ah, même là, quand tu regardes mes mains, qui sont costauds, il y a les mains de Smaev, oh, oh. Ah, ça c'est bah, c'est n'importe quoi. Bah, lui, enfin, je sais pas ce qu'il prend, mais enfin, ça m'a l'air d'être. Apparemment, d'après ses amis, déjà, il fait pas de bilan sanguin. Il prend des doses de stimulants avec de la DMA et tout, tous les jours, mais plusieurs fois. Il s'entraîne 3 fois Bon. par jour. Enfin, je veux dire, ce qu'il fait, ça a l'air d'être vraiment. Enfin, c'est Ouais, pas un jeu. je dirais que c'est pas la manière la plus safe de pratiquer le sport, quoi. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il s'en fout, lui, hein. Je Oui, pense que. euh, je pense qu'il en a rien à foutre, ouais. Je pense qu'il en a vraiment rien à foutre. Ouais, non, non, concrètement, enfin, quand tu vois des mains comme ça, et surtout quand il dit que il fait pas de bilan sanguin, et que j'ai vu des vidéos de sa diète, le Ah, mec, il mange des cheesecakes, là, et des boîtes de thon, là. Je suis mort. bah, mais lui, Sa diète, elle est horrible. bah, je crois, enfin, Sa il diète, mange elle est peut-être horrible. 12 000 calories par jour, mais il mange tout ce qu'il peut manger pour rentrer de la calorie, quoi. Genre là, c'est vraiment Ouais, pas c'est ça. du tout de la nourriture qui est saine, mais Bonne pour genre toi. vraiment pas du tout. Non. Non, il bouffe je sais pas combien de cheesecake, là. Il montrait des gâteaux énormes, là. Il mangeait aussi je sais pas combien de trucs de fromage blanc, mais encore ça va. Des boîtes de thon. Enfin, sa diète, elle te donne. Ouais, elle te donne pas envie, hein. 12 000 calories de ce qu'il mange, faut avoir l'estomac bien accroché, hein. Moi, je pourrais pas, personnellement. Non, c'est pas possible. Et Mais de toute façon, d'ailleurs, dis-moi, je t'en prie. non, non, en gros, je disais que de toute façon, Smaev, il a pas pour but de faire du bodybuilding. Lui, il s'en fout. C'est vraiment juste d'être le plus gros possible. Donc, du coup, il y a plein de règles que tu peux enlever. Tu vois, il essaie pas de construire un physique, il essaie juste d'être le plus énorme possible. Donc, il y a plein de trucs auxquels il fait pas attention, auxquels il n'a pas besoin de faire attention, si tu veux. Tu vois. Mais La même digestion de ses aliments, je pense que même c'est sa le manière dernier de truc qui. s'entraîner, sa manière de s'entraîner, il s'entraîne pas du tout comme un bodybuilder normal. J'ai Enfin, jamais vu. J'ai jamais vu. bah, et typiquement, tu vois, genre, il fait une séance pec avec genre 30-40 séries. Il fait des séries de 100 répétitions parfois. Enfin, des trucs de malade mental. Mais genre, un volume que tu peux pas imaginer. C'est pas normal ce qu'il fait. Et lui, surtout, il s'entraîne tous les jours, tous les jours. Genre, il prend jamais de jour de repos. C'est-à-dire qu'il s'entraîne tous les jours, tous les jours, tous les jours comme ça. Même Ah plusieurs ouais, il fois fait par jour. vraiment n'importe quoi. Il fait vraiment. Il faut qu'on le prenne en accompagnement. Je sais pas s'il pourrait se faire coacher par quelqu'un. Je pense pas qu'il est coachable. Je pense qu'il a trop son truc en fait. Ah, comment ça, aujourd'hui, je dois pas manger de cheesecake. Comment ça? Non, je pense Non, que non. ça va être pas facile, ouais. Je pense pas qu'il a la recherche d'un coach, pas vraiment, je pense pas, non. Non, il pourra pas se faire coacher, je pense pas. Je voulais te poser une question par rapport aux produits. Je vu personne en parler dans le feed game français, mais genre, même dans le monde francophone, j'ai vu personne en parler. C'est le synthol et toutes les huiles que les bodybuilders se mettent en dehors, tu vois, des produits de pente, des stéroïdes, vraiment uniquement pour gonfler le muscle artificiellement. Est-ce que c'est quelque chose qui est réellement utilisé à haut niveau fréquemment? Est-ce que tu le vois vraiment beaucoup? Ouais, bien sûr, il y en a beaucoup. Après, est-ce que c'est du synthol ou pas, ça je pourrais pas te dire, mais entre guillemets, créer une inflammation pour gonfler ton muscle et l'arrondir ou lui donner une certaine forme, etc. Quelque chose qui va être beaucoup fait dans les bras ou les épaules, oui, il y en a plein qui utilisent. Plein. Parce que enfin, c'est un truc que personne n'en parle, j'ai l'impression. Non, parce que Mais c'est un peu tabou, mais beaucoup l'utilisent, ouais. À haut niveau, oui, beaucoup. et Et même surtout, à l'époque, dans tu sais, dans les années 80, 90, etc., c'était utilisé aussi beaucoup, hein. Et on appelle ça aux États-Unis, en américain, en anglais, des PMMA. C'est sorte. Par contre, ça c'est encore plus dangereux. Il y en a apparemment, il y en a aussi pas mal qui utilisent ça. Ça c'est une sorte. Après, j'ai un peu du mal sur ça, mais c'est genre une sorte de plastique un peu que tu mets, qui va vraiment venir modeler. Et je sais pas si c'est de plastique ou pas, je sais plus, c'est un truc bizarre. Et ça, par contre, ça se dégrade pas avec le temps. Donc ça, c'est super dangereux.
mais t'en as quand même qui utilisent ça. T'en as qui utilisent ça. Et sinon, après, t'as des trucs classiques euh, pour, euh, pour l'inflammation. Après, t'as d'autres trucs en plus light aussi. Par exemple, par exemple, avant de monter sur scène, t'as ce qu'on appelle euh, une sorte d'acide hyaluronique, si tu veux, que tu vas mettre pour créer une légère inflammation qui va durer quelques heures. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire aussi en pré-stage sur un point faible comme les bras ou les épaules. Il y a beaucoup de différentes méthodes pour le même rendu, mais il y a plein de méthodes différentes et beaucoup l'utilisent. Ouais. Ouais, le PMMA, c'est quelque chose qui est pas mal utilisé au Brésil, si je me trompe pas. Ils font ça, les mecs, et en fait, le rendu que ça donne, justement, ça enlève de la définition quelque part. Parce que tu vois, par exemple, ceux qui se font accuser d'utiliser ça, typiquement genre Derek, tu regardes son bras, il y a, enfin, il y a ça, c'est une saucisse, quoi. Il y a rien, il y a Ouais, zéro c'est un définition. bloc, il n'y a aucune définition, rien. Ouais, non, bien sûr. Après, c'est très compliqué de savoir qui utilise quoi et comment et quoi, mais oui, à ce niveau-là, tout le monde utilise quelque chose. Ouais. Tout le monde. Parce que même, tu vois, Chris Bumstead, à l'époque où à Olympia, il avait un biceps bizarre, soi-disant, il se l'avait déchiré. Moi, je pense, enfin, je sais pas toi, moi, je pense que c'est juste une mauvaise injection. Impossible à dire. Franchement, je pourrais pas dire ces choses-là, j'en ai aucune idée. Après, je sais pas si vraiment en classique, c'est vraiment des choses qui s'utilisent autant. Je sais que ça s'utilise aussi, mais après, je sais qu'en open, par exemple, dans les épaules, etc., enfin, énormément d'athlètes utilisent des choses pour aider. Ouais. Non, Ouais. surtout, ce qui me fait penser ça, c'est que, enfin, en fait, c'est pile son point faible et ça arrive dessus. Moi, je trouve ça un peu étrange. Ouais, peut-être. Après, tu sais, ça fait longtemps que les trucs comme ça utilisent, que les athlètes utilisent ce genre de choses-là. Tu as différentes méthodes pour y arriver, mais oui, tout le monde à ce niveau-là utilise quelque chose. Presque tout le monde. Pourquoi, selon toi, c'est pas un sujet qui est souvent discuté? Pourquoi personne n'en parle? Alors que tu vois, les stéroïdes, maintenant, c'est vraiment démocratisé. Tout le monde sait que les bodybuilders prennent des produits dopants. Pourquoi, selon toi, ce genre de produit-là, ça reste tabou, tu vois? Parce que ça fonctionne pas de la même manière, parce que là, tu vas littéralement juste créer une inflammation pour créer ton muscle, c'est pas du vrai muscle. Donc, certaines personnes ont, je pense, un peu plus de mal à parler de ça. Mais bon, après, une fois, quand tu es à ce niveau-là, j'ai envie de dire, tout est bon à prendre pour certains, tu vois. Si ça peut améliorer ou ne serait-ce que les aider à gagner le show, bah, ils vont le faire. Donc, ouais. Mais après, je pense que c'est juste plus tabou parce que il n'y a plus rien vraiment de sportif, tu vois, c'est pas avec les stéroïdes par exemple, bah, tu vas justement amplifier certaines choses, mais il faut quand même que tu t'entraînes, etc. Parce que demain, tu prends des stéroïdes mais que tu manges pas, tu vas pas à la salle, il va strictement rien se passer sur ton physique. Il y en a Alors sur qu'avec Instagram, ça, sur Instagram, ils vont dire que tu vas prendre du muscle. ouais, bah bon, il va rien se passer du tout si tu fais ça. Mais par contre, c'est vrai que du coup, si tu viens avec quelque chose amener une inflammation pour arrondir ton muscle, ça, il va se passer sans que tu fasses quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, pour ça, il faut avoir un muscle, mais t'as compris ce que je veux dire. Il faut que tu sois déjà développé pour que le rendu soit bien, mais oui. Mais par contre, après, du synthol, honnêtement, ou que ce soit du synthol, du PMMA, etc., ça, honnêtement, c'est vraiment très dur à dire qui utilise quoi. Je sais pas si, honnêtement, je sais pas si le synthol c'est aussi répandu encore. Je sais pas si c'est vraiment des athlètes qui utilisent ça encore. Je sais pas, peut-être que maintenant il y a d'autres choses mieux, plus adaptées, peut-être un peu moins inflammatoires que le synthol. Mais en tout cas, oui, il y a toujours de l'usage, on va dire, de substances pour inflammer localement pour améliorer certaines parties du corps, quoi. Je sais pas c'est quoi ton avis là-dessus. Moi, je pense que ça devrait pas nécessairement être interdit. Je pense que quand c'est bien fait, pourquoi pas? Pour moi, ça n'enlève pas le mérite. Moi Parce non que plus, parce que le physique, il est là. Parce que là, on parle de peaufiner des détails. Donc, c'est pas, tu crées pas le physique grâce à ça. Là, on parle de peaufiner des détails. Et moi, je pense que pour peaufiner des détails, quand tu es à ce niveau-là, si c'est bien fait, moi non plus, je vois pas le problème. Je vois pas le problème. Chacun utilise les armes qu'il a envie d'utiliser. Elles sont à la portée de tous. Oui, c'est tabou, mais tout le monde peut les utiliser. Donc, moi, je vois pas où est le problème. Si c'est le bien body- fait, je vois pas où est le problème. ouais, mais totalement. Et dans tous les cas, le bodybuilding, c'est pas comme si tout le monde partait sur un pied d'égalité, tu vois. Alors déjà, si t'as une génétique éclatée, que tu te mettes autant de drogue que tu veux, autant de santal, autant d'huile que tu veux, y a rien qui va se passer. Genre, tu vas jamais gagner. C'est pas possible.
C'est ça, donc c'est pour ça que moi, si vraiment, hop, t'as un gars, il veut dire, il veut un peu plus grosses épaules sur ci, ou améliorer un peu ses bras, qui va utiliser quelque chose pour, moi, je vois pas de souci. On fait du bodybuilding et on n'est pas là pour, enfin, tu vois, en mode, ah, mais lui, il a utilisé ça, du coup, non. Chacun utilise ce qu'il veut. C'est un peu le principe du bodybuilding, d'ailleurs. Le but, c'est d'amener le meilleur physique sur scène. Après, chacun a sa façon de faire pour arriver à ce stade-là, tout simplement. D'ailleurs, est-ce que tu penses que là, avec l'arrivée des peptides, tu vois justement les peptides pour suppresser l'appétit, les GLP, est-ce que tu penses que ça change réellement la manière dont les gens se préparent et la manière dont les gens abordent une préparation de bodybuilding? Ou est-ce que tu penses que Non, ça va pas changer grand-chose? Est-ce que déjà il y a beaucoup ça de gens qui change. vivent en bodybuilding, selon toi? Je pense, je connais quand même pas mal de bodybuilders qui utilisent maintenant en prépa du GLP, ouais. J'en connais quand même pas mal. Donc non, je pense que ça a clairement sa place maintenant dans le bodybuilding. Est-ce que ça va changer le process? Non. Ce sera exactement la même chose. Je pense que ça va juste pour certains rendre le process plus confortable. C'est tout. Parce que tu sais, aujourd'hui, tout est fait pour ne pas, pour souffrir le moins possible. Donc forcément, ce sera quelque chose, si ça peut améliorer le confort de certains en préparation, il va être utilisé. C'est sûr et certain. Certain. Moi, j'en ai jamais utilisé encore. Euh, Peut-être qu'un jour j'en utiliserai, je sais pas, mais pour l'instant j'ai jamais eu besoin et si je peux ne pas l'utiliser, je l'utiliserai pas. Dans quel cas tu penses que ça peut avoir son sens? Et pour qui non, surtout? Honnêtement, en open, dans mon cas, je pense pas. Je pense honnêtement qu'il n'y a pas d'intérêt. Pour des catégories où vraiment il faut aller bas, il faut aller vraiment chercher le poids, etc. Même si je suis pas fan du tout, parce qu'on connaît pas encore trop les effets à long terme de ce genre de peptides, si ça peut sur une courte durée vraiment rendre ta vie entre guillemets plus vivable parce que tu vas beaucoup moins souffrir, beaucoup moins avoir cette sensation de faim, mieux dormir parce que tu n'auras pas cette obsession avec la nourriture, bah oui, je pense que c'est une drogue en tout cas, un peptide qui va clairement rendre les prépas plus faciles, hein. Ça, c'est sûr et certain. Après, voilà, c'est juste encore une fois quelque chose qu'on connaît pas très bien. On ne sait pas comment le corps va réagir une fois que tu auras fait 10-15 prépas avec ça. Donc c'est juste ça, moi, qui me préoccupe un peu plus que le reste, quoi. Pardon. Tu Donc, commences ouais. à bailler. Donc, Mais ça tombe bien parce que là, on est arrivé vers la fin des sujets que je voulais aborder. Et je te remercie vraiment d'avoir pris le temps d'avoir eu cette discussion. Déjà, ça te permet aux ouais, gens avec de plaisir. te connaître, parce que vu que toi, ça fait pas longtemps que tu fais beaucoup de contenu, ça leur permettra de connaître un peu tes avis par rapport au bodybuilding, la musculation. Et je pense que réellement, tu devrais faire beaucoup plus de contenu parce que tu es quelqu'un qui est intelligent et tu as beaucoup d'avis intéressants à donner. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner là sur les mois et les années Merci, à cher. venir. Je pense que ça peut être très intéressant. Et puis, je vais toujours te supporter dans tous les cas. Donc merci beaucoup Merci beaucoup. d'être venu. Puis les gars, on se retrouve bientôt. Salut. Ciao, ciao.